Quotidiennement, c'est Alexandre Nicolas avec mon collègue André Dudemaine et Stéphane Neptune. Ici, actuellement, on est dans le centre-ville pour l'événement MTL Connect avec Mamou, en fait, avec Stéphane. Stéphane, si tu pourrais t'introduire avec quelques mots. Certainement, quoi tout le monde, je suis Stéphane Neptune, je suis médiateur numérique chez Printemps Numérique et puis ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Je m'occupe du projet Mamou Mamou, qui est un beau projet justement avec des ambassadeurs, des jeunes leaders autochtones lors de Montréal Connect. Parfait. Alors, on m'entend? Oui. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on voit déjà notre ami Alexandre est aujourd'hui en conflit d'intérêts puisque il est à la fois au podcast, mais aussi un participant à l'événement Montréal Connect qui, pour cette année, a développé avec Mamou une connexion autochtone. Alors, tout ça sonne magnifiquement bien, mais je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent se demandent, là, c'est quoi ça, Mamou? Mamou, c'est quoi ça, Montréal Connect? Puis comment ça se fait que ça marche ensemble? Puis qu'est-ce que ça fait dans le centre-ville de Montréal aujourd'hui? Oui, en fait, Montréal Connect, c'est une grande réunion, une grande réunion, en fait, sur le thème du numérique. Mais on a des participants du monde de partout. On a des délégations internationales, on a des jeunes étudiants, on a des entrepreneurs de start-up qui viennent partager ici sur le numérique, en fait. Et puis le printemps numérique, c'est les instigateurs de cette grande semaine-là qui se passe en ce moment. Et puis le Mamou Mamou, en fait, c'est la deuxième édition. L'an dernier, c'était Jeunes ambassadeurs autochtones. Et puis, on a demandé aux jeunes leaders de pouvoir trouver un nom qui leur ressemble, en fait, pour la prochaine édition. Et puis, ils ont trouvé Mamou Mamou. Donc, c'est devenu le nom officiel pour l'événement, pour la deuxième cohorte cette année. Et puis, qu'est-ce que c'est le Mamou Mamou? En fait, c'est une invitation aux jeunes leaders autochtones, aux étudiants autochtones, aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui font une différence dans leur communauté, à venir partager leur perspective sur le numérique. Donc, on échange à propos du numérique, de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, justement, c'est un enjeu dans la communauté ou c'est un allié? Donc, il y a beaucoup de sujets en lien avec le numérique et les communautés autochtones. Le Mamou Mamou est fait pour, justement, faire ce genre de brainstorming-là entre nous, mais aussi faire du maillage avec les autres participants du Connect, avec les autres participants du Montréal Connect. Oui. Bon, alors donc, résumons. Il y a une grande rencontre autour du numérique organisée, ça doit être un événement annuel, je présume, à Montréal, par une organisation qui s'appelle Printemps Numérique. Hein? Alors, et Printemps Numérique c'est donc associé à un Innu, qui est un médiateur culturel en matière de culture numérique, si je puis dire, pour qu'il y ait une section de cette rencontre, de cet événement, qui soit dédiée aux jeunes leaders autochtones, hein, comme mon ami Alexandre, pour qu'ils puissent à la fois partager entre eux leurs préoccupations concernant tout ce développement du numérique, particulièrement l'intelligence artificielle, effectivement, qui est un sujet très d'actualité, et aussi créer des liens
avec les acteurs du grand monde numérique. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est pas mal, pas mal. Exactement. En fait, c'est de se rencontrer entre nations autochtones pour échanger, discuter sur le numérique. Et qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi un numérique souhaitable pour nos communautés, en fait? Avant de pousser plus loin sur cette question-là, j'aimerais aussi qu'on parle de toi, Stéphane. Moi, je me souviens de toi surtout par une magnifique vidéo du Wapikoni Mobile. J'imagine que c'est toujours, ça doit être disponible en ligne, qui s'appelle l'Innu du futur. Et c'est intéressant de voir comment à la fois tu as une reconnexion avec une culture ancestrale, en même temps qu'un enracinement, si je peux dire, dans un savoir, puis, des savoir-faire qui sont vraiment du présent et de l'avenir. Mm-hmm. Ouais, ce court-métrage-là que j'ai fait, ça fait déjà 3 ans, en pleine pandémie, en fait. À l'aide de mon cellulaire. Donc, c'était fait très simplement. Mais ça a été une sorte de, comment je peux dire, je suis sorti du placard, en fait, en faisant ce film-là. J'avais beaucoup je voulais vraiment m'afficher comme Innu, puis raconter c'était quoi mes enjeux personnels par rapport à mon identité. Puis ce film-là raconte ces enjeux-là, puis ça a eu beaucoup d'écho chez plusieurs personnes, étrangement. Moi, je le faisais pour moi, en fait, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils se sont reconnus là-dedans, comme quand on parle de coupure identitaire, quand on parle de justement, on est autochtone, mais on ne parle pas notre langue, ça fait ça affaiblit la santé culturelle, en fait. Puis comment on peut reconnecter avec soi, avec notre culture, comment on peut le faire par soi-même, puis aller rechercher ce qu'on n'a pas eu ou ce qu'on a perdu. Donc, ce film-là raconte un peu cette histoire-là. Et puis, vu que je suis un geek de technologie, j'ai raconté une histoire, oui, de façon par un scénario, mais également par les images. Donc, les images elles-mêmes racontent où est-ce que je suis actuellement et où est-ce que je voudrais être. Donc, les images du territoire en couleur apparaissent dans mon visage, en fait. Et les images du reste du film sont en noir et blanc et jouent à reculons, en fait. C'est comme si je voulais vraiment retourner à mes racines. Donc, mais c'est un peu étrange parce que tout ça, c'est fait de façon inconsciente. C'est après que j'ai terminé mon film que les gens, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ça me fait penser à un saumon qui veut revenir à son lieu d'origine. Ah, ça me fait penser à… » Puis pourtant, ça n'a pas été pensé comme ça a été juste une impulsion, en fait. Oui, l'image très frappante dans ce film, c'est un personnage qui a un visage, on pourrait dire un personnage sans visage. Et justement, ça l'incarne, c'est le cas de le dire, tout à fait, cette recherche d'identité, cette façon de trouver finalement quelque chose qui ressemble à ce qu'on ressent intérieurement, ou ce vers quoi on veut aller. Et qui est toujours pas là, mais il y a une surface là, qui est prête à recevoir tout ça. Et depuis ce temps-là, effectivement, tu t'es énormément impliqué auprès des communautés autochtones et particulièrement auprès de la jeunesse. Alors, ce serait intéressant que tu nous parles un peu de tes 3 dernières années et comment, justement, comment le saumon a remonté
la rivière pendant ces années-là? Oui, en fait, moi et ma partenaire Andrea Gonzalez, il y a 12 ans, on a cofondé un projet, en fait, qui s'appelle Ouro Labo Nomade. Et puis, ce beau projet-là, en fait, c'était d'aller dans les communautés autochtones pour faire des ateliers en art numérique, toujours en lien avec la transmission intergénérationnelle entre les aînés et les plus jeunes. Donc, la finalité en soi n'est pas importante, mais le vecteur numérique est attirant pour les jeunes. Donc, on a utilisé ce vecteur-là pour justement mettre l'accent sur la transmission et tout le bagage qui est transmis d'un aîné à un plus jeune, en fait, mais toujours en valorisant sa culture. Et quelle forme ça prenait? J'imagine des ateliers auprès de certains groupes. Et c'était quoi la démarche? Et il devait, j'imagine, avoir une sorte de produit, je ne sais pas si le mot produit est bon, en tout cas une sorte d'accomplissement final à cet atelier, même si ce n'était pas forcément pour une grande diffusion internationale, qui était au moins pour... qui concluait finalement le chapitre que l'atelier ouvrait. En fait, ce qui était important pour nous, c'était de voir comment on pouvait valoriser ce qu'on avait dans les communautés, les objets, utiliser les archives que l'on a dans nos communautés pour les utiliser afin de faire des ateliers numériques. Et en même temps, d'apprendre aux jeunes une nouvelle littératie numérique. Comment on peut valoriser notre culture avec un téléphone. Tu sais, au lieu de consommer la culture de masse, pourquoi on ne pourrait pas créer notre propre contenu grâce au téléphone puis aux logiciels gratuits? Donc, à chaque fois qu'on allait dans les communautés, c'était toujours en utilisant des logiciels gratuits, en utilisant également des logiciels qui n'ont pas besoin d'avoir Internet. Donc, c'est de démocratiser l'art numérique à des fins de valorisation culturelle, puis d'améliorer la santé culturelle par des ateliers en impliquant activement des aînés et des jeunes. Donc, c'était de favoriser cette rencontre-là. Donc, c'est un projet vraiment unique, puis qui me tient à cœur. Puis, tout ce qui est en lien avec les archives, ça m'interpelle beaucoup. Actuellement, je fais une maîtrise à l'UQAC en design numérique. Et puis, mon sujet de recherche est en lien avec justement l'éducation, les moyens technologiques et les archives. Comment on peut se réapproprier notre culture par l'art numérique et c'est ça, c'est de se réapproprier ce qui a déjà été fait pour créer d'autres sortes d'archives. Des archives qui ressemblent aux jeunes qui la créent. Donc, il y a quelque chose de très... il y a quelque chose d'assez incroyable là-dedans qui est de prendre une partie de notre passé pour créer le futur. Donc, le futur est toujours dans ma thématique, dans ma tête, c'est toujours là, mais sans renier le passé. Tu sais, j'ai toujours cette expression-là que j'aime dire, c'est d'avoir, moi ce que j'aime, c'est d'avoir un pied dans le passé, puis un pied dans le futur, puis garder son équilibre dans le présent, mais ne pas renier l'un ou l'autre. Tu sais, je crois que tout ça est systémique, tout ça fait partie d'un tout. On est en train de réécrire le plan stratégique de Terre-Zone. Je pense que je vais plagier parce que c'est tellement notre vision qu'on partage. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que le film m'a beaucoup impressionné parce que moi aussi, j'ai grandi, un Inou qui a grandi en dehors de la communauté et effectivement,
activités culturelles ont été, pour moi, évidemment particulièrement depuis la création de Terres en vue du festival, un moyen de reconnecter avec les miens et de jouer un rôle positif, pas juste reconnecter pour un enrichissement uniquement personnel, mais aussi pour créer des choses pour la communauté. Mais je t'écoutais, puis ça intéresse, drôlement intéressant, mais pourrais-tu nous donner un exemple concret de ce qu'un ou un groupe de jeunes a fait avec des aînés autour de l'archive, avec l'intervention de U, Labo Nomade? J'aimerais avoir une histoire, une belle histoire. Voilà. Oui, certainement. On a créé un projet qui s'appelle Omitemiu, qui est en lien avec le rapatriement d'objets culturels du musée McCord vers des communautés et de faire des ateliers numériques en lien avec ce rapatriement-là. Donc, le musée McCord, l'Université Concordia a participé à ce projet-là. Et puis, en gros, ce que c'est que je vais juste m'asseoir un instant. Donc, comme par exemple, on est allé à Coudjouac l'année dernière, et puis le musée McCord a envoyé une liste d'objets dans la collection, la collection éducative des objets inuits, et puis la communauté a pu choisir un objet pour avoir un rapatriement de cet objet-là en communauté. Donc, on a emmené un roulik original de la communauté et puis des rouliks à Coudjouac, il n'en restait plus beaucoup. Donc, ce rapatriement-là était... c'est la lampe? C'est la lampe c'est la lampe avec laquelle, voilà, avec la graisse de mammifères marins et une mèche, on peut éclairer à l'intérieur des habitations, enfin l'igloo, qui était l'habitation traditionnelle durant l'hiver. Oui, exactement. Et puis, on est allé à Coudjouac et puis on a donné des ateliers, en fait, de photogrammétrie. Qu'est-ce que c'est la photogrammétrie? C'est de prendre un appareil photo ou de prendre un iPad et de prendre une trentaine de photos de l'objet de tous ses angles. Et par la suite, avec l'intelligence artificielle, on insère ces photos-là et on nous construit un objet en 3D, donc un objet en polygone, comme dans les jeux vidéo. Et puis, par la suite, on leur a montré comment faire une réalité augmentée de cet objet-là. Donc, les jeunes Inuits ont créé leur propre musée Inuit virtuel à partir d'objets physiques de leur communauté. Donc, c'est comment on peut créer des jumeaux numériques à partir d'objets que l'on a en communauté. Donc, oui, le vecteur numérique est attirant, puis les jeunes étaient attirés vers ça. Mais c'est tout le processus qu'il y avait avant ça qui était important. On a fait venir une aînée de la communauté qui est venue parler des différents objets que les jeunes avaient apportés de leur famille. Et puis, ce qui était vraiment fantastique, c'est que cette réunion-là qu'on a eue entre les jeunes et l'aîné, l'aîné a demandé aux jeunes s'ils voulaient que la présentation ou cette discussion-là ait lieu en inuktitut ou en anglais. Donc, c'est les deux langues officielles de Coudjouac. Et puis, ils ont tous choisi l'inuktitut. Eh bien, le professeur est venu me dire dans l'oreille, c'est incroyable, parce que les cours d'inuktitut ne sont pas nécessairement aimés par les étudiants, mais avec ce rapprochement-là, avec l'aîné, avec les objets, il y avait quelque chose de sacré, il y avait quelque chose de solennel, et ils ont choisi la langue maternelle pour la transmission de ces informations-là. C'est très curieux parce que tu réponds très exactement à Jean-Luc Canapé qu'on avait il y a une semaine à ce podcast, qui est un
un Innu qui est tout à fait connecté au territoire et au savoir traditionnel et qui a aussi, pendant plusieurs années, été lié aux écoles comme animateur, comme enseignant au niveau de la langue, mais aussi des pratiques traditionnelles sur le territoire. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, Apessamet, ta communauté qui a été quand même, qui est reconnue comme un endroit où la langue a été, avec des efforts de leaders communautaires importants, particulièrement les femmes d'ailleurs, pour que la langue demeure vivante dans la communauté. Ça a été vraiment des efforts énormes qui ont porté fruit. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et il a montré le téléphone cellulaire et disait, avec ça, on est en train d'en perdre des jeunes. En voulant dire, la nouvelle technologie attire les jeunes plus vers l'anglais, probablement de façon dominante, un peu le français, bref, éloigne des activités traditionnelles. Alors que toi, tu arrives avec une réponse, dans le fond, où ceci n'est plus l'ennemi. Hein? Ceci peut transporter Exactement. la culture. Exactement. Aussi, il y avait quelqu'un qui disait, si on peut pas amener les jeunes sur le territoire, il faut qu'on amène le territoire aux jeunes. Donc, il disait, on peut utiliser l'Internet, les nouvelles technologies pour faire ça. Ouais, il faut savoir parler aux jeunes avec leur langage aussi. Qu'est-ce qui les intéresse? Puis comment on peut exploiter cet intérêt-là pour les amener à aimer davantage leur culture, leur langue. Donc, c'est d'être collé au quotidien des jeunes, puis de les écouter, en fait. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un jeu vidéo, mettons, qu'on puisse faire le parcours des anciens. Un peu comme le podcast de Jean-Luc Canapé sur les barrages. On peut entendre le trajet des aînés, par où est-ce qu'ils passaient, et le vivre en quelque sorte, que ce soit en réalité virtuelle ou à travers des jeux vidéo. Je trouve que ce serait très constructif pour nos jeunes amis. Sur ce sujet-là, en fait, tu vois, quand je suis allé au camp Malagan, on a fait un atelier avec M. Benoît Ottawa qui nous avait montré comment créer un canot. Un canot Atikamekw. Donc, c'était d'aller en forêt, d'aller chercher l'écorce, de faire bouillir les racines, de faire des cordes, de créer notre propre canot. Puis par la suite, ce canot-là, on en a fait une photogrammétrie, donc un objet 3D. Et puis, moi, de mon côté, je l'ai emmené dans un environnement de jeu vidéo et ça devenait mon véhicule sur une rivière. Donc, le canot que j'ai construit de mes mains était mon véhicule sur une rivière dans un jeu vidéo. Donc, quand je montre ça aux jeunes, ils veulent embarquer tout de suite, ils veulent faire un jeu vidéo, ils veulent faire la photogrammétrie, ils sont attirés par ça. Il y a un appel à justement à la valorisation de sa culture, mais par des moyens qui leur parlent, par un langage qui leur parle directement. Alors, maintenant qu'on a placé cette toile de fond, là, aujourd'hui, il y a des jeunes leaders qui sont là et, bon, là, Alexandre pourra aussi en témoigner. Il y a des échanges, il y a des rencontres. Alors, comment ça se passe, là? Est-ce que tu trouves ça intéressant, Alexandre, d'être là-bas là, plutôt qu'être ici, dans notre beau bureau? Ça gros d'idées ici, ça gros d'innovation. Puis je regarde partout, il y a tellement d'idées qui sortent quand je suis ici. Là. J'ai fait le tour du bâtiment, puis en ce moment, il y a 3 podcasts qui se font en direct. Je pense que c'est ça, le monde, ça parle beaucoup d'intelligence artificielle et de culture. Fait que là, c'est sûr que je prends des idées puis j'essaie de l'appliquer à notre culture maintenant. Oui, puis effectivement, tu sais, on a eu une discussion aussi avec un jeune leader Innu ce matin, Bradley, puis il nous parlait que oui, le numérique, c'est important, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas d'eau potable, l'électricité est peut-être manquante. Donc, le numérique, oui, c'est important, mais selon les communautés où on va,
si les besoins primaires sont pas présents, comment on peut aller plus loin pour enseigner le numérique à nos jeunes alors que alors qu'on n'est pas dans un environnement propice à ça. Donc, c'est des enjeux qu'il faut discuter, ça, à savoir, c'est beau le numérique, mais en même temps, comment on le fait, puis il faut s'adapter aussi aux réalités des communautés, de chaque communauté qui ont leurs propres enjeux et leur propre vision du numérique. Effectivement, on sait que les communautés autochtones, selon la géographie, ceux qui sont près des villes, généralement, ben, ils ont accès à des bonnes connexions Internet. Il y a aussi la question du nombre. Hein, une communauté plus importante va avoir des ressources qui vont avec la démographie. Donc, si une grosse communauté peut se doter de bons services, alors que des petites communautés, surtout si elles sont éloignées, effectivement, tout coûte 5 fois plus cher d'une part. Puis d'autre part, ben, comme ils sont peu nombreux, souvent les ressources, comme ils sont souvent distribués évalués par capita par les gouvernements, font que les communautés éloignées, effectivement, en petit nombre, là, c'est pas des situations faciles. Mais de fait, là aussi, les jeunes, même dans ces situations-là, veulent toujours vivre au présent de l'indicatif, veulent se connecter à Internet, sont adeptes de jeux vidéo, veulent avoir leur téléphone cellulaire, sont branchés sur les écrans. Je pense que là, il y a un phénomène qui est inévitable. Oui, effectivement, sont pas différents des jeunes autochtones. C'est des jeunes qui veulent connecter, qui veulent connecter entre eux, mais par la technologie, parce que c'est ça qui leur parle. C'est ça qui est. Comme je disais, il faut juste apprendre leur langage, en fait. C'est apprendre qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils aiment communiquer. C'est de les écouter. Et ensuite, c'est plus facile de les emmener à participer à la valorisation de leur culture par des ateliers. Ça amène une sorte d'empowerment aussi. Mais si on ne les écoute pas, pourquoi ils nous écouteraient? Oui, ben, c'est un peu aussi l'expérience. Oui, ben, ça demeure numérique parce que les caméras sont numériques aujourd'hui. Tu vois Tony, un groupe que tu connais bien, qui lui aussi cherche à se connecter aux jeunes. Et d'ailleurs, moi, dans les premières vidéos, maintenant, ça fait partie de notre décor, on n'y pense plus. Mais moi, ce qui m'a surpris quand les courts-métrages du Wapikoni, on a commencé à les connaître, c'est comment tout d'un coup, on avait la perspective des jeunes autochtones des communautés et plus seulement celle des aînés, des porte-paroles, des chefs, des groupes revendicateurs, qui étaient c'est très bien, il faut les entendre et les écouter, mais tout d'un coup, il y avait tout un pan de cette réalité autochtone qui nous était révélée. Et aussi, je regardais les gens souvent de mon âge, c'est au niveau du grand-père, hein, et pour certains au niveau du père, que la vie traditionnelle existait encore et a été perdue. Donc, souvent, on reste dans la nostalgie, dans cette idée de perte. Alors que souvent les jeunes dans leur communauté, même s'ils cherchent des repères, ils vivent. Leur horizon, c'est la communauté, c'est cette situation actuelle. Et là-dedans, ils bâtissent aussi leur propre imaginaire, leur propre langage. Ils ont leur propre espoir. Bref, se positionnent dans l'univers qui leur est immédiat, familier et qui n'est pas... Oui, bien sûr, ils sont conscients de ce qui a été avant eux et le respectent, mais c'est plus quelque chose qui
est immédiat pour eux. C'est quelque chose qui est lointain et avec lequel aussi ils veulent se rattacher, mais sans se détacher du présent. C'est des situations quand même assez complexes. Ouais. Puis, il ne faut pas oublier aussi que d'une manière ou d'une autre, là, on est tous influencés par la culture en général. Donc, peu importe dans quoi qu'on baigne, si on écoute, s'il n'y a pas de disponibilité, s'il n'y a pas d'accessibilité, mettons, à la culture autochtone dans le numérique, ben, il va se faire influencer les jeunes vont se faire influencer par d'autres choses. Puis, du moment qu'on commence à avoir plus de présence dans le numérique, mais là, on va pouvoir influencer des jeunes. Mettons, je pense beaucoup aux mangaka, ou des jeunes qui écoutent beaucoup des mangas, des animés, mais je suis pas mal sûr qu'éventuellement, il va y avoir un jeune qui va vouloir faire une histoire basée sur la mythologie de sa culture, puis en faire un dessin animé avec. Puis dans le numérique, je pense que ça va faciliter la création. Oui, effectivement, c'est de s'approprier de qui on est en ce moment et de l'appliquer à qui on est dans notre culture, dans notre, tu sais, l'identité, c'est pas figé. Puis on peut vraiment faire de la création culturelle de notre nation comme on le souhaite et pas nécessairement comme ça a déjà été fait. Donc, c'est de là ma vision de créer de nouvelles sortes d'archives par les jeunes actuellement. D'ailleurs, j'imagine peut-être que là, Alexandre, qui a un pied dans Terre en vue et un pied dans le futur, pour reprendre ton image, va pouvoir nous ramener aussi des bonnes idées, parce que nous, on a un beau terrain de jeu que tu peux voir de la fenêtre, probablement, où tu es, parce que je pense que vous êtes dans un des bâtiments qui jouxte la place des festivals. Et déjà, on a des créations numériques, puisque chaque année, on commande à des artistes autochtones un court segment pour vidéo mapping sur le grand mur de l'UQAM, là, qui, à partir de Président Kennedy, domine la place des festivals. Et moi, je veux qu'un jour, les artistes autochtones se rendent compte de toutes les possibilités de ce lieu et d'avoir une expérience immersive avec concerts, chants, performances, live et environnement créé par l'art numérique. Alors, voilà, moi, je suis comme comme Moïse sur le mont, parce que je ne suis pas très techno, mais je vois les promesses qu'on pourra avoir. Et donc, j'en ai parlé à Scabanati, j'en parle à toi, j'en parle à tout le monde. Et j'espère qu'un jour, il y aura des projets concrets. Mais quoique là, nos partenaires en musique contemporaine là, arrivent avec une série de kiosques avec casque d'écoute sur le chant de gorge. Et déjà, il y a là aussi tout pour l'été prochain un contenu numérique songé autour d'une pratique traditionnelle. Alors, j'ai bien hâte de mettre ça en place. Ben, écoute, André, on doit quitter parce qu'on a des activités cet après-midi. Il faut manger. On s'en va visiter Triotech, une compagnie qui fait justement ils utilisent le numérique pour comme à la ronde, où est-ce qu'on utilise des casques VR pour des manèges. Donc, on va aller voir comment ils font leur création. Et puis c'est ça, on s'en va tout à l'heure, donc on va aller manger. Donc, un gros merci
pour l'invitation. C'était vraiment très chouette de pouvoir discuter des enjeux du numérique avec les perspectives autochtones. Et puis, au plaisir de se reparler très bientôt, André. Et puis, Alexandre, on se voit dans 37 secondes. Voilà, alors on va vous souhaiter bon appétit. Rappelez à Alexandre son rôle d'espionnage industriel et qui doit nous ramener des outils et des perspectives pour l'avenir, afin que, à partir de nos propres activités, le numérique nous aide à mieux faire rayonner les arts et les cultures des premiers peuples. Alors, tu lâches maintenant la première journée. Comment? Ouais. Ça, justement, tu lâches maintenant. À la prochaine. On parlait de découvrir. Ouais. À la prochaine. Allez, vous êtes pressés. Courez, manger.